Maintenant, nous allons passer, en ce début d'après-midi, à l'examen du cadre politique du cheminement d'un projet de loi à l'Assemblée nationale. Et pour vous en parler, vous connaissez tous, je présume, Maître Pierre-Marc Johnson, qui a eu une forte expérience comme ministre. Je me contenterai de partir de là, parce qu'il y en a une autre avant, mais il a été ministre du Travail, ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières, ministre des Affaires sociales, ministre de la Justice, premier ministre, chef de l'opposition officielle et maintenant professeur associé au département d'affaires internationales au HEC de Montréal. Alors, Maître Johnson. Merci. Je ferme mon téléphone. Désolé pour que le conférencier précédent l'ait entendu. Vous avez la manette ici, là. Ben oui. J'ai aucune idée quoi faire avec, par exemple. Il y a un truc marqué fermeture ici. D'après moi, c'est pas ça. Non, c'est ça ici que j'ai vu. Mais vous ne le verrez pas à l'écran, mais là, c'est à l'écran déjà. Ah oui, c'est à l'écran. Bon. Alors, voilà. Prochaine. Oui, voilà. D'abord, mes remerciements. La flèche à droite. Merci. D'abord, mes remerciements à l'Université Laval, à la Faculté de droit, à la chaire Louis-Philippe Pigeon, évidemment, et surtout à Jules Brière, que je vois dans un troisième type d'activité dans ma vie. J'ai eu le privilège, comme ministre, d'être membre du conseil du comité de législation pendant 7 ans. Je pense que je suis celui qui a été le plus long depuis l'époque de Tachot, peut-être. J'ai fréquenté Jules Brière et je considère que ça a été un privilège d'entendre ce grand juriste nous rappeler à l'ordre de temps en temps et nous dire parfois que les commandes qu'on y passait n'avaient aucun bon sens. Je le remercie en particulier d'avoir organisé un vendredi après-midi une salle de 100 personnes. J'ai jamais vu ça. Je remercie Jules Brière d'avoir rappelé, surtout dans le contexte actuel qu'on vit en Amérique du Nord, de revenir sur les choses de base. On vit dans une société où il y a la règle de droit. Il doit y avoir la règle de droit. Où il y a l'état de droit, il doit y avoir l'état de droit. Et ces deux choses-là sont mises à mal en ce moment chez nos voisins du Sud, qui pourtant en ont été les porteurs depuis la Révolution américaine à travers le monde et qui sont en train de perdre ça ainsi qu'une couple d'autres affaires. Mais mon propos n'est pas là-dessus aujourd'hui. M. Boileau et M. Peters ont couvert l'essentiel, je dirais, à la fois de la description des structures et du processus en matière législative. Et puis, ils avaient raison. Je vais commencer avec une anecdote. Quand je suis arrivé au cabinet Inan Blakey, il y a bien des années, à peu près, je sais pas moi, 30 ans, 35 ans, après avoir fait de la politique, j'ai un collègue qui rentre dans mon bureau puis qui me dit je savais qu'il était l'avocat de contentieux d'une grande compagnie ferroviaire. Puis il me dit, écoute, il connaissait bien le droit fédéral dans cette matière-là, mais un peu moins ce qui se passait à Québec. Et il dit, j'apprends qu'ils sont en étude article par article d'une loi en matière municipale qui va donner juridiction aux municipalités pour déterminer la vitesse des trains sur leur territoire. Puis il dit, là, je vais t'expliquer quelque chose. Puis il prend 2-3 objets. Puis il dit, tu vois, quand c'est une courbe comme ça, là, ben, un train de tel poids, là, ça doit aller à un minimum de vitesse. Sans ça, il tombe. Et puis, je pense qu'ils n'ont pas compris ça à Québec. Alors, il dit, j'ai envoyé une lettre au ministre. Bon, ben, j'ai dit, il se passera rien avec ça, mon Dieu. Tu vas avoir un accusé de réception dans 4 jours, puis la loi va être adoptée. Alors, je lui ai dit de communiquer avec le secrétaire du comité de législation. Et c'était la meilleure chose à faire.
en pleine crise. Et ça aurait été aberrant que de donner à 1200 municipalités à travers le Québec le pouvoir à des secrétaires de municipalités à temps partiel qui n'ont aucune idée de c'est quoi la physique du transport ferroviaire, que de leur dire, parce qu'il y a une pression dans le village, il va trop vite le train, on va ralentir. C'est des choses qui méritent une attention scientifique. Et ce sont parfois des choses qui échappent au processus législatif, jusqu'à temps qu'il en soit saisi d'urgence. Alors, en ce sens, messieurs Boileau et Peters vous ont décrit passablement c'est quoi ces endroits-là où il y a des interventions possibles, et je les répéterai à la fin de mon propos. Là, maintenant, je vais tomber dans les plates-bandes de Lucien Bouchard, qui est la dimension un peu plus politique. Et je fais un premier commentaire. Moi, j'ai été un fervent, une bonne partie de ma vie, parce que j'ai cessé de faire des Sciences Po depuis longtemps, de Gérard Bergeron, ce grand politologue, avec une littérature phénoménale, et dont un des livres les plus importants a été dans les années 60, sur le fonctionnement de l'État, où il décrivait l'administration comme étant le quatrième pouvoir dans notre système. Et puis, il n'y avait pas tort. Et ça a été repris par Allison, Graham Allison, qui a été le premier doyen de l'école du Kennedy School of Government à Harvard, dans un livre qu'il a appelé « The Essence of Decision », et qui a été republié, la dernière republication de ce livre qui remonte à 1965, c'est pas des blagues, il a été republié et réajouté et réécrit par Allison et ses collègues il y a à peine quelques années. Et ça décrit non pas les structures et le fonctionnement, ça décrit les dynamiques. Et il y a toujours une dynamique quand le pouvoir s'exerce à l'intérieur ou entre différentes institutions qui sont reliées. Je mets à côté ici le pouvoir judiciaire qui n'est pas relié, qui est indépendant, même s'il a l'air de l'être un peu moins dans le Sud, là. Un petit rappel vite, l'exécutif a l'initiative législative en pratique, en tout respect pour les bills privés et puis les Private Members Bill, comme on dit dans le système anglophone. D'ailleurs, la législation ici sur la cigarette a commencé avec la détermination de Harry Blank, un député de l'Ouest de Montréal, qui pendant des années a présenté le même projet de loi pour interdire les fumeurs dans les endroits publics, jusqu'à temps que le gouvernement le reprenne, que le ministre de l'Environnement le fasse, et demande à Harry de co-parrainer ce livre, ce document qui est dans le fait, qui était d'un ordre public important. Il va de soi. Donc, l'initiative législative est vraiment entre les mains de l'exécutif, comme l'initiative budgétaire, comme l'initiative fiscale, et comme l'initiative des travaux du Parlement. Les travaux du Parlement sont déterminés par le leader du gouvernement, qui est membre du Conseil des ministres. Alors, il ne faut jamais oublier. Alors, ensuite, on peut dire que l'exécutif, c'est le premier ministre. Je pense que Lucien vous a fait la démonstration de ça ce matin. Et le fonctionnement, en parlant du fonctionnement du Conseil des ministres. Le contrôle parlementaire présuppose un travail quant à la visibilité des enjeux de la loi. Il présuppose un questionnement, des questions aux ministres, évidemment, à la période de questions, non pas sur la législation, mais sur l'ensemble des choses. Et sur la législation, beaucoup de questionnements en commission. Et parfois, les amendements de l'opposition ne sont pas là pour régler le problème. Il faut être bien conscient, là. C'est pas parce qu'on cherche la perfection dans l'opposition, parfois qu'on présente des amendements. C'est parce qu'on veut vraiment quitter le gouvernement ou allonger les choses pour que le projet meure au feuilleton, comme ça arrive parfois. La troisième chose qu'il faut retenir dans les choses de base, c'est que la fin de session est une inversion du rapport de force entre l'opposition et le gouvernement. Et je vous expliquerai tout à l'heure. La genèse des projets de loi, bon, M. Boileau en a fait largement état. Les programmes, les engagements, ce qu'on retrouve dans le discours inaugural, plus plein d'ajouts, les longs processus, la réforme du Code civil qui a duré 10 ans. Ça, c'était dans la machine, puis il n'y a pas un ministre qui peut prétendre avoir fait. Moi, je l'ai commencé.
avec, je me souviens même pas quel chapitre, parce que ça m'arrivait de 15 ans d'études par de grands juristes, y compris des juristes gouvernementaux. Et M. Rémillard a fait beaucoup en a passé 5 ou 6 chapitres, si je ne me trompe pas. Mais ça, c'est un truc d'État. Hein. Il faut que le ministre soit sensible à ça un peu. Qui veut amorcer une réforme de 10 ans? Quand on sait que nos mandats, c'est de 4 ans si on est chanceux. Il y a ce qui sort de l'administration parce que ça découle d'une décision. Par exemple, décision des tribunaux en matière linguistique, des choses reliées à la fin de vie, ou ça peut être des choses tout à fait secondaires. La loi sur les mécaniciens de machines d'ascenseurs. Bon, quand j'étais au ministère du Travail, le sous-ministre responsable des inspections, chaque fois qu'il pouvait, cognait à mon bureau en me disant « Pensez-vous qu'on va passer à la loi? » Ça faisait 10 ans qu'il essayait ça. Avec 6 ministres différents. Et puis, je me suis pris à me commettre avec passe. Et là, j'ai été obligé de me battre avec le leader. Et puis, au Conseil des ministres, c'est inutile de vous dire, le débat n'a pas été bien long. C'est pas des choses excitantes, c'est des lois techniques, mais il faut quand même les faire et les faire passer. Comment est élaborée une loi au niveau politique? Moi, je vous dirais, ça dépend des ministres, puis ça dépend des mandats qu'ils ont du premier ministre. Le premier ministre peut avoir des priorités, et puis au moment où il nomme ses ministres, ou même en cours de route, il peut leur dire, moi, c'est une priorité. Il peut faire réfléchir les ministres à une chose. Ça, il faut comprendre que c'est quoi le degré. Est-ce que ça l'intéresse? Est-ce qu'il aimerait voir des choses avancer ou est-ce qu'il veut une loi? Il donne des initiatives à ses ministres. Et selon les ministres, ils sont plus ou moins intéressés à l'élaboration de la loi elle-même. Ils sont intéressés aux paramètres, mais ils ne se mettent pas les deux mains là, dans la légistique, là, en général. À preuve, regardez ce que ça donne en commission parlementaire à TV. Qu'est-ce qui répond aux questions techniques de l'opposition? C'est parfois les ministres, mais on le voit en train de lire la réponse qui a été rédigée par les légistes. Et parfois, c'est le sous-ministre qui répond quand le ministre en a assez à 2 heures du matin d'être obligé de répondre. Il passe ça au sous-ministre qui répond. Mais il y a des ministres qui s'intéressent à ça, particulièrement ceux qui ont une formation juridique. Et dans la mesure où un ministre a un intérêt là-dedans, il peut être appelé, au moment de l'élaboration de la loi, à se mettre les deux mains dedans, pas parce que c'est technique et puis ça y rappelle ses études en droit, parce qu'il veut voir concrètement comment les orientations sont traduites. Et ça fait que de temps en temps, il y a des conseillers extérieurs qui viennent. Encore une fois, je reviens au ministère du Travail, c'est au Moyen Âge. On est en train de revoir la loi des décrets et l'ancienne loi du salaire minimum, qui est devenue la loi des conditions minimales de travail. Et j'ai fait venir, moi, Jean-Louis Dubé, un avocat, professeur à l'Université de Sherbrooke, qui était un spécialiste de ces deux secteurs-là. Et il a travaillé avec les légistes du ministère, mais en même temps, j'avais quelqu'un de mon cabinet qui faisait le lien avec Jean-Louis. Et quand arrivaient des questions, comme dans d'autres lois, comme la loi anti-SCAB, où on se comprend, là, on marche sur un fil de fer qui est enduit de plure de banane, là, sur le plan politique. J'avais besoin de savoir comment seraient générés les textes pour être capable adéquatement de les défendre. En commission parlementaire et sur la place publique, évidemment. Le bureau du sous-ministre, évidemment, a un rôle extrêmement important, à la fois sur le plan de la détermination des politiques qu'on va retrouver dans la loi et du cheminement, et évidemment de l'administration, parce que les légistes ont beau faire partie du contentieux du gouvernement qui relève du ministre de la Justice. Il y a beaucoup de gens qui ont une formation juridique d'un ministère et qui ne sont pas nécessairement des légistes, mais qui peuvent être d'une grande utilité. Quand on modifie des lois qui ont des clientèles multiples, dans des systèmes qui sont très lourds ou complexes, où il y a des attentes, ou au contraire des craintes, comme la loi anti-SCAB, inutile de vous dire que le Conseil du patronat n'était pas très joyeux devant ça.
le cheminement interministériel. Le mémoire. Alors, pour qu'il y ait une loi, ça prend une décision du Conseil des ministres. Sans ça, il n'y a pas de présentation de loi. Je parle ici des lois d'ordre public, évidemment. Et pour ça, il faut un mémoire au Conseil des ministres. Puis pour qu'il y ait un mémoire au Conseil des ministres, il faut qu'il y ait dans ce mémoire surtout un dispositif, des conclusions qui font que c'est ce dont le comité de législation sera saisi, quand c'est pas lui, dans certains cas, qui le génère. Pourquoi? Parce qu'il y a des cheminements parallèles quand s'élabore la législation d'ordre public. Et simultanés. Alors, ça part d'une idée du ministre ou d'une volonté du ministre, ou c'est issu de la machine à partir du secrétaire général qui a dit au sous-ministre, « Premier ministre trouve que telle affaire est importante. Veux-tu faire remonter ça au bureau du ministre? » Ça marche comme ça aussi à dynamique. Ça, c'est une autre confusion des pouvoirs. Hein? Le pouvoir administratif a un impact énorme dans ses décisions de nature politique. Et le pouvoir politique, sur les questions législatives, n'a pas un impact gigantesque. Puis il a néanmoins de temps en temps un impact. Et là où je parle de confusion des pouvoirs, entre le pouvoir exécutif formel qu'on connaît et l'administration. Et ça s'incarne dans deux personnages, en fait. Deux catégories de personnages et trois personnes. Le sous-ministre en titre du ministère quand il y a une législation importante qui va émerger, le secrétaire général du gouvernement et maintenant le secrétaire, je crois, à la législation, le secrétaire associé, qui va être présent dans la mécanique. Et troisièmement, le chef de cabinet du premier ministre. Je vous rappelle que dans la loi de l'exécutif, on définissait les sous-ministres et les ministres comme étant des fonctionnaires. C'est encore le cas. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les fonctionnaires suivants pour faire partie du conseil exécutif. Le premier ministre qui présidera le conseil exécutif. Le ministre X, le ministre, pas par les noms, par la fonction. Et le chef de cabinet du premier ministre, qui est un représentant de l'État. Il ne faut jamais oublier ça. Et qui sait tout, à qui tous les chefs de cabinet se rapportent, et le secrétaire général à qui tous les sous-ministres se rapportent. Et tout ça est distillé autour de l'entourage du premier ministre, de telle sorte qu'ils en savent parfois plus que le ministre. Et parfois, la nécessaire collaboration entre le secrétaire général du gouvernement et le chef de cabinet du premier ministre peut les amener à aiguiller un projet dans une direction un peu différente que souhaite le ministre. Le comité de législation, lui, s'intéresse à la conformité. Est-ce que j'ai continué ou j'ai arrêté là, moi? Bon. Vous avez tous vu ça. Vous êtes des lecteurs rapides. Bon. Avant d'arriver à ça, le comité de législation s'intéresse à quoi? Il s'intéresse à la conformité. À la conformité à quoi? Bon. Il est là, merci. Il s'intéresse à la conformité à la Constitution, à la Charte des droits, aux droits fondamentaux. Il s'intéresse à la conformité avec les décisions du Conseil des ministres contenues dans le mémoire. Parfois, le ministre, avec la connivence de quelqu'un, sachant que l'époque en commission parlementaire devra forcer des papillons de nuit, ça c'est une espèce particulière, s'organise pour que le dispositif au Conseil des ministres soit suffisamment ambigu pour qu'il y ait une marge de manœuvre pour agir à un moment crucial de la législation. Les échanges autour de la table du comité de législation, 5 ministres. À une certaine époque, c'était pas nécessairement le ministre de la Justice qui présidait. Maintenant, je comprends bien, c'est à peu près la règle.
Moi, je pense qu'il y a un conflit d'intérêts, mais ça, c'est autre chose. Tellement un conflit d'intérêts au sens où lui, il défend la vision de son contentieux. Et puis les autres ministres, à côté de ça, techniquement, ils font pas le poids. C'est le jurisconsulte du gouvernement. Quand ils vont vouloir changer une virgule, une phrase, parce qu'ils pensent que les conséquences sont importantes pour eux. Mais bon, cela dit, le ministre de la Justice, en général, je comprends bien maintenant, préside ce comité. Et il y a évidemment les légistes du comité de législation, puis il y a les légistes des ministères. Puis il y a parfois des expertises que le ministre a amenées avec lui. Et le débat autour de certaines choses se fait d'une façon assez technique. Il n'est pas question de refaire l'orientation politique derrière les articles. Il est question de mesurer parfois les conséquences ou les enjeux que ça posera. Par exemple, je me souviens d'un ministre qui disait, quand on disait « oui, mais ça va carrément à l'encontre de la Constitution, c'est pas grave, ils iront en Cour suprême ». Il y a deux façons de voir comment on traite la conformité. La conformité, donc, aussi, la cohérence. Pas seulement la conformité aux lois, mais la conformité à la cohérence des actions de l'État. Quel type d'exception est-ce qu'on fait dans une législation? Par exemple, la législation en matière d'indemnisation des victimes d'actes criminels peut avoir des effets non voulus, si on ne fait pas attention, sur la législation d'aide sociale ou la législation d'indemnisation des victimes d'assurance automobile. Le rôle du comité de législation, c'est notamment de voir cette cohérence ultime dont il a été saisi en cours de route par les comités interministériels. Les comités interministériels, cependant, je vous dirais, moi, j'ai été un peu étonné aujourd'hui d'apprendre qu'il y en a seulement 2. J'essaie d'imaginer c'est quoi des discussions de nature technique à 15 ministres autour de la table, dont l'immense majorité ne sont pas des juristes. Mais enfin, à mon époque, il y en avait 4, 5 parfois des comités. On était moins nombreux et il y avait un secrétaire général associé à chacun de ces comités qui coordonnait avec les sous-ministres, qui allait dire au chef de cabinet « Oh, ça m'a l'air qu'un tel au développement social, il n'aime pas trop telle mesure que vous voulez proposer ». Et ça permettait de faire évoluer tout ça au niveau à la fois de la fonction publique et de l'administration et sur le plan politique. Pourquoi? Parce qu'ultimement, il y a parfois des décisions de l'administration qui devront se prendre au niveau politique. Un exemple typique de discussion un peu étrange qu'on peut avoir au comité de législation, moi, c'est la question que je posais tout le temps, est-ce que ça marche en hiver? Et ça m'était venu d'une législation proposée par un collègue qui impliquait des choses reliées à la CSST. Et on prévoyait dans le projet de loi qui était arrivé, puis où il y avait encore de la discussion, le comité de législation avait la finesse de dire que tout n'était pas encore attaché au moment de cette réunion. On prévoyait qu'un agent syndical ou un représentant des travailleurs pouvait interrompre dans une usine l'activité au nom d'une menace à la santé et sécurité au travail. Et que là, il y avait une sorte d'arbitrage local qui se faisait. Et si ça semblait aller mal, on faisait venir quelqu'un de la Direction générale de l'inspection de la CSST à Québec. Alors moi, j'ai posé aux fonctionnaires la question suivante. Oui, mais imaginez-vous, là, ça se passe à l'Alcan. Bon, l'arrêt de la production à l'Alcan, ça s'appelle geler les potes. Ça coûte des millions. C'est-à-dire que l'aluminium gèle dans les potes électriques. Ça coûte des millions. Il faut casser les potes pour en faire d'autres. Alors, quelqu'un interrompt au nom de la santé et sécurité dans un contexte extrêmement dur de négociation, de relations de travail, décide d'arrêter les travaux au nom de la santé et sécurité. Puis là, c'est sûr que ça ne se réglera pas localement. Alors donc, on va appeler Québec. Alors, l'inspecteur va venir de Québec, mais on est au mois de février, il fait moins 30, puis il y a une tempête de neige, mes avions ne décollent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ça s'appelle « ça ne marche pas en hiver ». Et c'est des questions de caractère pratique de la législation parfois, et c'est ça que les ministres posent de temps en temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont relativement près du terrain, en principe.
Le dépôt et l'adoption, jusqu'à l'adoption de la loi, alors ça, c'est le ministre qui devient législateur. L'attente, ça, c'est le leader. Le leader, il contrôle l'ordre du jour. Il y a une avalanche de lois. Il y a des négociations à avoir avec l'opposition sur certaines choses. Il va avoir la paix sur des trucs. Alors, le ministre, surtout le ministre junior, entre guillemets, qui vient d'arriver, le genre qui arrivait au Conseil des ministres, voyant un débat où c'est à peu près 7-5 sur le même sujet, 7 pour, 5 contre. Puis là, le premier ministre tranche en faveur de ceux qui ont dit contre, au lieu de la majorité qui a dit pour, et qui lève la main puis qui me dit il n'y a pas de vote ici. Ben non, il n'y a pas de vote au Conseil des ministres. M. Bouchard vous l'a bien expliqué. Il y a un seul interprète du consensus du Conseil des ministres. Alors, un jeune ministre qui arrive avec ses projets, puis, je sais pas moi, par exemple, il y a la loi des mécaniciens d'ascenseur. Puis c'est important. Ça fait longtemps, puis il faut faire ça pour le ministère. Disons qu'il y a des chances là, qu'elle ne finisse pas le parcours au moment de la fin de session. Et le ministre qui arrive avec son projet de loi, qui a l'accord du Conseil des ministres et que le processus continue dans la machine, est toujours préoccupé par ce qui va arriver dans la réalité du débat parlementaire et jusqu'où ça va se rendre. Le débat public, évidemment, qui est extrêmement important quand il y a une commission parlementaire ouverte. Et puis là, on entre dans la commission parlementaire article par article, dans le détail du projet de loi, comme on le dit maintenant. Vous avez remarqué, vous avez sûrement regardé là, sur le canal de l'Assemblée nationale, un certain nombre de processus législatifs. Regardez qui est-ce qui était à côté du ministre. Est-ce qu'il demande à son adjoint parlementaire des choses? Non, pas vraiment. Il demande à des gens qui sont des légistes et son sous-ministre ou un sous-ministre associé, dépendant. Des gens qui ont été associés à l'élaboration directe du projet. Et ultimement, dans certains cas, ce sont eux et elles qui répondent. Arrive le moment des amendements. Bon, je vous disais tout à l'heure, l'opposition ne présente pas toujours des amendements pour être constructif, mais ça arrive. Du côté du gouvernement, c'est rare les gens qui proposent des amendements. Ce qui rend la tâche de député parfois un peu ennuyante. Les papillons de nuit, c'est quoi ça? Ben, c'est là on a un amendement qui va peut-être changer un élément, une dynamique importante de la politique recherchée, sans pour autant être un amendement qui sera considéré comme impossible à mettre au dossier à cause de la décision de la présidence. Et ben, l'amendement à 2 heures du matin, en fin de session, qui va valider ça? Ben, c'est le comité de législation qui va se réunir à 2 heures du matin pour regarder ça, vite. Puis là, le ministre sort son paragraphe ambigu du Conseil des ministres. Oui, il n'y a rien qui est contre ça. Dans la règle, au contraire, ça va plutôt dans cette direction-là. Ça, c'est une dynamique réelle de fin de session. Et finalement, toutes les étapes qui ont été décrites par M. Peters étant achevées, on s'en va prendre du scotch chez le lieutenant-gouverneur. Des fois, des heures impossibles. Et des membres de l'opposition, le ministre est là. C'est toujours... Il y a une espèce de plaisir à aller voir le projet de loi qu'on a initié, avec lequel on a fait un long parcours, être signé par le lieutenant-gouverneur en sachant que ça veut dire la loi est sanctionnée. Et l'opposition, le critique de l'opposition, habituellement, est là, puis en général, il prend du gin, lui, plutôt que du scotch. Je résume tout ceci en 3 minutes, si vous me permettez, Jules, c'est correct? Non, ça va. Bon, OK. Les acteurs, puis je dis ça pour les gens qui pensent qu'ils doivent intervenir pour des raisons d'intérêt public ou d'intérêt de leurs clients, institutionnels ou pas. Les ministres, alors, le ministre lui-même, ses attachés politiques, son chef de cabinet, qui est toujours celui qui assume la responsabilité de ce qui se passe, sauf de temps en temps quand le ministre a quelqu'un qui est un conseiller spécialisé sur sa législation. Les juristes et les jugistes, et en général, les gens de l'extérieur, ils vont pas
sauf si ce sont des avocats de Québec bien connus par l'appareil. Pourquoi? Parce qu'ils savent comment ça marche. La plupart des avocats de Montréal ne comprennent pas comment ça marche, la dynamique de l'intérieur. Le ministre de la Justice. Vous rappellerez que le ministre de la Justice peut arrêter un projet de loi au Conseil des ministres. C'est lui le jurisconsulte du gouvernement. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois. Mes collègues n'étaient pas trop contents. Le premier ministre est un peu fatigué par ça. Mais c'est son devoir que de dire, écoutez, il y a tel enjeu à l'égard des droits et libertés là-dedans. Puis le ministre a été saisi de ça par une demi-douzaine de juristes de son ministère. Le sous-ministre a commencé, le responsable de tel secteur, une consultation peut-être avec l'extérieur, la Commission des droits de la personne et d'autres. Et puis il arrive au Conseil des ministres, puis il dit, bon, mon collègue ici est passé à travers les 3 réunions du comité ministériel. Ça a passé inaperçu, mais ça peut pas passer. Et donc, il va retourner derrière, il va accepter, puis il va avoir une deuxième décision du Conseil des ministres. Donc, le ministre de la Justice, parfois, peut être utile pour des intervenants. Le bureau du premier ministre, au premier chef, le chef de cabinet qui représente l'État, les conseillers, à ne pas confondre avec les attachés politiques, mais je pense pas qu'il y ait de conseillers dans l'actuel cabinet du premier ministre à Québec. Je pense qu'il y a essentiellement des attachés politiques. Et puis en personne, parfois le premier ministre se saisit d'un enjeu qu'il trouve important et sera ouvert à ça. Oh, vous allez voir, ça va prendre 1 minute au lieu de 3. Et finalement, les acteurs parlementaires en fin de session. Alors, le grand chef d'orchestre, c'est le leader du gouvernement. C'est lui qui, quant au déroulement du processus parlementaire, c'est lui qui peut l'arrêter. Il a une capacité d'arrêter un projet de loi, littéralement. Ça ne va pas le mettre à l'ordre du jour. C'est lui qui choisit l'ordre du jour. Comme c'est le premier ministre qui choisit l'ordre du jour du Conseil des ministres avec le secrétaire général. Une anecdote là-dessus, moins de 30 secondes. Un ministre qui avait généré beaucoup de législation dans un domaine institutionnel arrive avec son 6e projet de loi. Puis le premier ministre est un petit peu tanné de ça parce que il trouvait que ça en faisait beaucoup sur les épaules de ces institutions qui étaient affectées par ça. Je vais vous le dire, ça touchait le monde municipal, puis il trouvait que c'était beaucoup 5 réformes majeures pour un secrétaire de municipalité à Saint-Tite. Est obligé de faire des formulaires qui finissent plus. Peut-être 4 fois, mais peut-être la 5e, la 6e fois, c'est trop. Et son mémoire est inscrit à l'heure du jour au numéro 4, un mercredi. Et puis, on arrête après 3. La semaine suivante, son numéro est inscrit au numéro 5. On arrête à 4. La semaine suivante, il est au numéro 12. Et puis, il y avait 12 éléments à l'heure du jour. Il est le dernier à l'heure du jour. Il est sûr qu'on ne se rendra pas là, même si le Conseil des ministres met 3 heures. Puis, il me dit, voyons. Puis, je donne un coup de coude. Pendant le lunch, je dis, écoute, là, je pense qu'il y a un message qui t'est envoyé. Il a dit, oui, c'est vrai. Les acteurs parlementaires en fin de session, donc le leader du gouvernement, le ministre lui-même, sa détermination à foncer jusqu'au bout. À l'époque où on pouvait faire la législation, où on pouvait faire des modifications au règlement puis faire le bâillon sur littéralement des tables de matière de législation. Maintenant, c'est plus possible, c'est législation par législation. À cette époque-là, il y avait une bataille là, entre les ministres au comité des priorités puis arrêt, qui ne mourra pas au feuilleton. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Les critiques de l'opposition, faire attention à ça, je le dis aux avocats qui pensent bien faire pour leurs clients en disant, on va demander aux critiques de l'opposition de se lever puis de dire telle affaire. C'est pas nécessairement bon avec le ministre. Ça dépend comment c'est fait puis à quel moment. C'est bien beau faire critiquer l'opposition, mais c'est bien mieux d'essayer de convaincre le gouvernement avant. Parce que peut-être que le projet va mourir au feuilleton. Peut-être qu'il va y avoir une animosité sérieuse entre le ministre
et l'organisation qui a fait un lobby pour que ça meure au feuilleton et que la relation est importante pour cette organisation-là. Donc, c'est ce que j'appelle l'appel à la prudence, en cela comme en toute chose. Merci. Merci. Je peux poser une question qui, oui, je prends une minute. Oui. Est-ce que les lobbyistes ont une influence? Je pense que oui. Pas auprès des ministres. C'est pas parce que tu payes 125$ pour aller dans un cocktail de ministre là, que tu vas faire avancer ton projet de loi. Là. Quand je vois des journalistes qui scandalisent de ça, voyons donc. D'abord, financer les partis politiques, c'est pas une obligation, mais je pense que c'est un devoir du citoyen dans une démocratie. Que c'est correct de financer tous les partis politiques s'ils veulent, ou un seul. Ça les regarde. C'est correct. Moi, j'ai participé à l'élaboration de la loi sur le financement des partis politiques quand on l'a adopté, alors que j'étais simple député. Et c'est inspiré par des principes démocratiques fondamentaux. Le droit des citoyens, à la limite, leur devoir de faire en sorte que les organisations politiques soient vivantes dans notre démocratie et qu'elles se nourrissent par du financement de préférence populaire, mais sûrement limité quant à l'influence que ça peut avoir quant au montant, et transparent. Les lobbyistes sont, en fait, ce que sont parfois des vice-présidents d'entreprise. Il n'y aura pas une loi ici en matière de communication télévisuelle ou de ce qui a un effet sur les communications télévisuelles qui va se faire sans que les gens de Vidéotron, puis de Bell, puis des autres fassent valoir leur point de vue. Puis il peut se faire valoir en commission parlementaire comme il peut se faire valoir carrément dans une relation que développe le ministre avec ces grandes organisations-là, le tout encadré par la loi du lobby. Et la loi du lobby ne vient pas rentrer dans le bureau du ministre pour dire qu'est-ce qui va être dit. La loi du lobby dit si telle entreprise a des relations directes avec des hauts fonctionnaires ou des gens qui sont dans le système décisionnel et au niveau politique, ben, il faut que ce soit connu. Une exception, cependant, importante, des avocats qui représentent des gens des avocats qui veulent représenter auprès du gouvernement un litige à venir sur un enjeu. Ils ne sont pas soumis à la loi du lobby. C'est le gros bon sens, quant à moi. Pas pour se mettre à dire, ben, écoutez, tel organisme va poursuivre le gouvernement. C'est pas très bon, ni pour les actionnaires, ni pour le public. Ça crée un niveau d'incertitude. Il y a quand même des choses qui se font entre avocats. Et que ce soit à base du secret professionnel. Et la loi du lobby a fini par reconnaître ça un peu, bien que ceux qui exercent la responsabilité de cet organisme ont parfois des tentations tentaculaires. Alors oui, de temps en temps, le lobby a un effet direct sur le cheminement d'une législation. Alors, merci beaucoup. Notre temps est écoulé. Je vous en prie. Merci.